Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Mais Alexandre, on est à 2 semaines jour pour jour de ce vote à l'élection fédérale qui commence à approcher, là. Oui, et effectivement, c'est dans le dernier droit. On entre dans une semaine cruciale aussi avec la présentation de 2 débats, les fameux débats du consortium, le 16 avril en français et le 17 avril en anglais. Et revenons un peu et décortiquons le passage des 2 principaux candidats, là, à Tout le monde en parle hier soir. Pierre Poilievre a apparu très souriant, très détendu. S'est même permis certaines blagues, notamment lorsqu'il a justifié sa présence à Tout le monde en parle. Il a dit, c'est ma femme qui m'a convaincu de venir parce qu'elle voulait voir Kevin Parent, elle voulait rencontrer Kevin Parent. et il a terminé sa phrase en disant, maudite jalousie, tu sais, en faisant un clin d'œil à une parole de chanson, là, tu sais. Alors ça, c'est très, très bien, des titres. Il a vraiment tenté de prendre ses distances avec Donald Trump en comparant, lui, ses origines modestes comparativement aux origines, donc, très somptueuses de Trump provenant d'une famille de milliardaires. D'ailleurs, il a relaté une conversation qu'il aurait eue avec Lucien Bouchard sur son ton plus abrasif, son style un peu plus corrosif. Monsieur Bouchard lui aurait dit, toi, tu viens d'une famille avec les origines modestes, donc tu avais besoin de te battre pour tout ce que tu avais, tout ce que vous aviez, donc tu es un batailleur. Parlant de se battre aussi et de reconstruire, il a misé sur l'importance de bâtir une économie canadienne forte là-dessus. Pour ce qui est de Mark Carney, il s'était préparé longtemps là, avant de venir à cette émission-là. D'ailleurs, ça lui a été reproché toute la fin de semaine, son absence. Vendredi, il avait mis sa campagne sur pause pour la 3e fois. Et là, on se demande, donc, c'est-tu la fois de trop? C'était-tu exagéré? Est-ce que c'était justifié? En fin de semaine, là, il a été absent complètement là, comparativement aux autres chefs. Il a voulu se positionner, lui... un peu prendre ses distances de Justin Trudeau en disant, on partage les mêmes valeurs, des valeurs de solidarité, d'égalité, de réconciliation avec les peuples autochtones. Mais la principale différence, c'est que Mark Carney, lui, dit mettre l'accent sur l'économie. Et de son propre aveu, il a dit que M. Trudeau était moins intéressé par ça. Donc, il a voulu vraiment se positionner. C'est gros quand même. Oui, c'était quand même une phrase. On laisse l'état de l'économie. Après une décennie, là, on laisse l'état de l'économie du pays dans un état désastreux. Oui. Parce que le gars qui est dirigeant de notre parti depuis 10 ans, lui, ça ne l'intéressait pas. C'est vraiment ça. Il a mis le pays dans les dettes, la productivité est au plancher, le revenu des ménages n'a pas augmenté, les gens s'appauvrissent. Parce que le gars, ça l'intéressait pas, puis ça, c'est notre parti. Mais là, moi, j'arrive, moi, je vais m'en occuper de l'économie. Moi, ça m'intéresse, le même l'économie. parti, mais là, je vais m'en occuper de l'économie. Alors ça a fait sourciller, cette déclaration-là. A adressé aussi la question, un peu comme je vous disais d'entrée de jeu, là, les reproches qu'on lui fait de ne pas faire campagne, d'être absent. Il a été transparent. Il a dit, oui, c'est plus facile pour moi d'être premier ministre que de faire campagne. Et j'ai remarqué à quel point il insistait aussi sur le mot « crise ». Dans presque chaque phrase, il y avait le mot crise. Crise économique, crise avec Trump, crise au niveau que ce soit des logements ou autres enjeux ici. Pas d'explication claire non plus sur la loi 21, la loi 96, sur les paradis fiscaux avec Brookfield. C'était flou, ça. Notamment, ça, c'était très flou. Sur Brookfield, sa défense, c'est à peu près la suivante. C'est que, il dit c'est bon pour les enseignants, c'est bon. En fait, sa défense, c'est que en inscrivant des fonds comme ceux-là dans des paradis fiscaux, ça les rend plus profitables. Donc, tous les fonds de pension qui détiennent des actions de Brookfield, ce qui est le cas, là, en profitent. C'est vrai. Maintenant, est-ce que ça justifie le recours aux paradis fiscaux? C'est une longue discussion. Là, est-ce que... Mais c'est parce que là, ça n'a pas de fin. À ce compte-là, tu pourrais inscrire toutes les entreprises dans des paradis fiscaux en disant, oui, mais là, les banques canadiennes ou n'importe quelle entreprise... il y en a dans les fonds de pension des enseignants, puis il y en a dans les fonds de pension des infirmières, puis il y en a dans les fonds de pension. Fait que, inscrivons toutes les banques canadiennes dans des paradis fiscaux. Ils vont être encore plus rentables. Dans les fonds de pension des gens, ça va améliorer si c'était un autre politicien qui vivait ça, on dirait qu'on serait plus sévère encore. Si c'était Poilievre, par exemple. Écoute, la liste est longue. C'est sûr que si un chef conservateur avait 1/10 des affaires de Mark Carney, il serait probablement plus dans... Il aurait été sorti de la campagne. C'est spécial ce qui y arrive, là. Je veux dire, il risque d'être élu dans un raz-de-marée rarement vu, plus fort encore que Justin Trudeau.
Puis dans la semaine d'après, dans les mois suivants, les médias, notre travail, ça va être de le faire connaître parce qu'il va avoir été élu sans que personne sache c'est qui. C'est vers ça qu'on s'en va. Là. Les gens vont vouloir le connaître après parce qu'ils vont dire, oh, là, on a voté pour lui, mais là, maintenant, on veut le connaître. Là. C'est sans précédent. Probablement créé par la crise de Trump, une certaine habilité des libéraux à essayer de placer le bon personnage dans le bon timing, dans le bon rôle, puis d'y faire pas trop faire campagne pour rien paraisse, puis jusqu'à maintenant, il reste 2 semaines, mais jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Puis Poilievre commet pas de faute majeure, là, tu sais, puis il a été bon hier à tout le monde en fait, c'est que les conservateurs ont jamais eu autant de votes, là. Ben, c'est ça. Mettons Poilievre à 38%, là. Les conservateurs, Harper n'a jamais eu 38%. Mais c'est le vote du NPD. C'est le vote du NPD et du Bloc. Tout à coup, tu te retrouves dans une lutte à 2. Alors que les conservateurs, eux autres, à 30 quelques % dans une lutte à 4, qui était correct, mais dans une lutte à 2, les libéraux ramassent tout le reste. Bon, tarif, c'est encore une fin de semaine où Donald Trump a retiré des tarifs, mais là, il en fin de semaine, le dimanche soir, il dit, ben là, tenez-vous bien, c'est pas fini. Ouais, encore une fois, énormément d'improvisation, d'incertitude, parce que, bon, il y avait eu cette guerre tarifaire avec la Chine. On s'inquiétait notamment pour Apple avec la production de tout ce qui est, là, tu sais, bon, iPhone, quoi que ce soit, qui aurait ultimement coûté beaucoup plus cher aux Américains avec ces tarifs et contre-tarifs-là. Or, en début de fin de semaine, on met la main sur des lignes directrices, si on veut, au niveau des douanes. Et là, finalement, on apprend que tout ce qui est appareil comme téléphone intelligent ou encore là, des tablettes, ordinateurs, tout ce qui est électronique comme ça, ben, serait exempté de ces fameux tarifs contre tarifs-là. Alors là, OK. Mais c'est majeur, là. C'est majeur. J'ai vu, je sais pas si l'estimé est bon, j'ai vu que ça représentait 23% des produits commerciaux. Tout à fait. C'est pas comme une mini-tranche, c'est énorme. Là. Non. Et là, Donald Trump, qui en fin de semaine là, s'est pavané dans un gala de la UFC, a été accueilli là, vraiment chaleureusement par la foule. Et là, à un moment donné, il fait une déclaration au cours de la fin de semaine. Il dit non. Aucun pays est tiré d'affaire. Surtout pas la Chine. Et la mise en garde survient au lendemain donc de ces exemptions-là. Et là, il a amené une précision là, en disant attention là. En ce qui concerne là, cette surtaxe là, qui peut aller jusqu'à 145 %, nous penchons sur les semi-conducteurs, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de produits électroniques. Et là, lui, il vient un peu mettre en garde en disant non, on n'a pas changé les règles du jeu, c'est juste que les appareils électroniques sont soumis à d'autres tarifs, des tarifs de 20 %. Alors là, tu sais... Et là, un peu plus tôt, tu avais son secrétaire au commerce, Howard Lutnick, qui avait fait des entrevues en disant que des droits de douane sectoriels spécifiques sont à venir aussi sur les semi-conducteurs. Ben, supposément que ça pourrait sortir même aujourd'hui. Là. Ben oui. Ce matin, les rumeurs, c'est que les nouveaux tarifs sur ces produits électroniques pourraient être annoncés cette semaine, voire même dans la journée d'aujourd'hui. Exactement. Alors ça, il a fait cette déclaration à ABC News hier. Mais tu vois, un dit une chose, l'autre amène une précision. Ce qui fait en sorte que parfois, dans l'opinion publique, ça peut être très mêlant aussi et confondant, même pour les Américains. Même les experts savent plus à quoi s'en tenir. Là. Et tu me montrais des résultats de sondage dans le USA Today au niveau, entre autres, du taux d'approbation de Donald Trump qui est en baisse. Là. C'est à 59 % maintenant. Il y a 53 % des Américains qui estiment aussi que l'état de l'économie se détériore. Alors, tu sais, de plus en plus, il y a ce discours-là. Puis, entre autres, le Canada le fait avec brio en disant aux Américains, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez subir les conséquences aussi de ces tarifs-là. Dans l'esprit de certains, ça commence un peu à faire son chemin. Oui, mais son taux d'approbation a baissé, pour la gestion de l'économie, a baissé de 4 %. Mais à mon avis, c'est encore très... Compte tenu de ce que les Américains vivent comme chaos, ça demeure très élevé. Là. C'est-à-dire que si tu avais n'importe quel autre président dont l'électorat n'est pas comme attaché quasiment comme dans une secte, à mon avis, les appuis seraient effondrés beaucoup plus devant pareil. Écoute, c'est pas qu'un petit chaos, là. Tu sais plus où tu t'en vas. Les tarifs, ça change à toutes les semaines. Toutes les semaines, il y en met, il y en enlève. Les gens qui gardent confiance peuvent pas avoir confiance dans ses actions. Là. On peut même pas les suivre, ces actions. C'est qu'ils ont confiance que Trump se trompe jamais. Là. Trump a toujours raison. Fait que tu l'appuies inconditionnellement. Bon, les marchés semblent ouverts ce matin, mais c'est sûr que si tu enlèves les tarifs sur
T'enlèves les tarifs sur les iPhones, les actions d'Apple devraient monter un peu aujourd'hui. Oui, et les marchés asiatiques ont terminé dans le vert. Pour ce qui est des marchés européens, ça varie, je vous dirais, de 1 à presque 2,5 d'augmentation actuellement. Et dans les échanges d'avant ouverture de séance pour les marchés américains, là, ça varie d'à peu près 1 à 1,5 d'augmentation là, dans les marchés boursiers. Mais on l'a vu, si la semaine qui s'en vient est à l'image de la semaine qu'on a vécue la semaine passée, une semaine vraiment en montagne russe. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il faut être bien accroché à notre wagon. Ouais, bon, est-ce que le Québec est la poubelle des États-Unis? Parce qu'on a beaucoup parlé de Stablex, mais là, il y a le bureau d'enquête, le journal, qui a un dossier plus large. Oui, et le bureau d'enquête a appris que la province est l'endroit dans le monde qui reçoit la plus grande quantité par habitant de déchets dangereux. Et ça va faire réagir, c'est clair. Il y a 17 entreprises québécoises qui figurent dans les registres de l'Agence de protection de l'environnement américaine. Et ce sont des entreprises qui reçoivent des matières toxiques américaines pour en disposer ultimement chez nous. Et la plupart des entreprises sont situées près des zones qui sont densément peuplées, donc autour de Montréal. Les plus importantes, il y a Stablex, qui a été abondamment dans l'actualité à Blainville. TerraPure aussi, qui recycle des batteries au plomb, c'est à Sainte-Catherine. Alors, au total, entre 2018 et 2022, il y a des compagnies américaines qui ont exporté ici plus de 750 000 tonnes de déchets dangereux. Ça équivaut à peu près à 90 kg par Québécois de déchets dangereux. Est-ce qu'on pourrait avoir au Québec de nouveaux rabais possibles sur les prix de l'essence? Bon, pour ce qui est de la taxe sur le carbone, on le sait, ça a été aboli partout au Canada, sauf au Québec, parce qu'au Québec, on a un système de taxation qui est différent. Maintenant, Québec... Créant des écarts de prix. Ah ben oui, c'est quand même assez incroyable. 20 à 30 sous d'écart entre le Québec et l'Ontario. Ah, tout à fait. Non, c'est ça. C'est quand même assez incroyable comme différence. Alors, Québec mise plutôt, et on peut lire ça dans le journal ce matin, sur l'abolition du prix plancher. Et tout ça est dans l'espoir de faire diminuer le coût de l'essence à la pompe. Et ça, c'est une mesure qui avait été annoncée par l'ex-ministre Pierre Fitzgibbon il y a à peu près 1 an. Ce sera finalement intégré au moyen d'un amendement au projet de loi 69, un projet de loi sur l'énergie. Et le gouvernement Legault souhaite pouvoir l'adopter avant la pause de l'été, question de stimuler la compétition pour permettre à des détaillants même de vendre à perte s'ils le souhaitent. Et Québec travaille aussi sur un outil qui va permettre aux consommateurs de visualiser le coût de l'essence chez divers détaillants de leur région. En même temps, ça existe déjà. Là. Je suis présentement là, sur GasBuddy, qui est un agrégateur au niveau là, du prix là, de l'essence. Et quand on regarde, disons, dans le Grand Montréal, ça tourne beaucoup autour d'1,50 $. Ça peut même monter jusqu'à 1,55 $. Et à Ottawa, mettons, ou ailleurs en Ontario. Ouais, on va aller voir, là, disons à Ottawa. Parce que la semaine passée, on pouvait même aller là, avec des... On n'était pas là du 30 sous d'écart. Oui, tout à fait, à certains moments. Là. Alors, si je peux le trouver, bougez pas, ça sera pas très long. Alors, disons en Ontario, là, de manière générale, en Ontario, à certains endroits, comme à Sarnia, on est à 1,1 $. Tu sais, on flirte avec... Tu nous disais combien à Montréal? 1,50 $? Ben oui, puis même j'ai vu en m'en venant ici, là, 1,55 $. À certains endroits, là... Tu n'es plus à 30 sous, tu es à 50 sous d'écart. C'est ça, là. Alors, tu sais, pour ce qui est de différentes municipalités en Ontario, là, ça peut fluctuer. C'est sûr que la situation, Ottawa, Gatineau, c'est particulier étant donné la proximité. Ouais. Alors, plusieurs personnes qui traversent la rivière des Outaouais pour aller faire le plein, pour aller bénéficier là, notamment là, de ces prix à la pompe plutôt alléchants. Mais on va revenir voir une entrevue tout à l'heure là, sur cette question du prix plancher. Est-ce que ça pourrait changer? Par exemple, est-ce que Costco, là, c'est celui auquel on pense, Costco pourrait... serait autorisé, ce qui est interdit présentement, à descendre même à vendre de l'essence à perte là, pour quelques jours. Exact. C'était Coachella en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on en retient? Green Day, Lady Gaga et Bernie Sanders. Oui. Bernie Sanders a chanté ou il était juste là? Il était juste là. Le sénateur de 83 ans a décidé de s'inviter dans cette grande fête de la musique. On s'entend, c'est l'un des plus grands festivals. C'est le premier de la saison aussi. Et lui, le but de son apparition, c'est vraiment de remobiliser les anti-Trump. You and I are going to have to stand up to the fossil fuel industry and tell them to stop destroying this planet.
On lui a donné la parole au micro pour un discours politique. Ah, puis ça a été long, là. C'était un bon 5 minutes. Lui, il veut pas céder au désespoir. C'est le message qu'il lançait avec ses différentes lignes. Lui, il veut que la gauche se mobilise davantage. Green Day aussi, on sait, c'est un groupe qui était assez politisé. On sait que sur scène, ils ont interprété leurs plus grands classiques. On pense à Basket Case ou encore When I Come Around. Mais bien sûr, American Idiot, chanson qui avait été composée à l'époque contre l'administration George W. Bush. À chaque fois, depuis quelque temps, ils réécrivent les paroles pour l'adapter à l'époque actuelle. Donc, dans la chanson, vous allez l'entendre dans les prochaines secondes, à place de chanter I'm not a part of Redneck Agenda, ils ont changé pour I'm not a part of MAGA. Maybe I'm a faggot America. I'm not a part of a MAGA agenda. Make America Great Again. Donc, ils changent des petites paroles comme ça. Il fallait être attentif, mais ça a été bien vu. Par contre, durant le spectacle de Green Day, il y avait des feux d'artifice à un moment donné, de la pyrotechnie, puis il y en a un qui a dévié de sa trajectoire et qui est allé exploser dans la foule. Vous allez le voir sur les images. Donc, certains ont eu des soucis avec leurs oreilles. Ça a frappé fort. Il y a pas de... J'ai pas vu, en tout cas, de grands blessés, ou mais de brûlures, non? Il y en aurait des mineurs, en tout cas. Là, ça a surpris quand même dans la foule. Et finalement... Lady Gaga, je veux dire, c'est la reine et selon moi... Donc, elle a encore volé le show. Elle a déclasse, je trouve, avec le spectacle que je lui ai vu. Elle déclasse, puis je sais, ça va peut-être choquer des gens. Taylor Swift et Beyoncé. Non, mais... C'est exceptionnel. Mais Taylor Swift, effectivement, visuellement... Mais tu sais, Taylor Swift, je pense qu'elle est admirée pour l'ensemble de son œuvre, le fait qu'elle s'assume, qu'elle contrôle, qu'elle a pris le contrôle de son entreprise. Mais si tu veux un show, là, à mi-temps du Super Bowl ou à Coachella, si tu veux un show, la numéro 1, c'est Lady Gaga. Là. De loin. Bienvenue à Mayhem, Danse ou meurt, le chaos. Puis c'est ça qu'elle a créé sur scène. Dans la chanson Abracadabra, qui est tirée de son plus récent album, on la voit, c'est une espèce de robe géante où dans la robe, quand ça s'ouvre, il y a des danseurs dans les cages. C'est exceptionnel où chaque tableau a sa signature, les danseurs, les chorégraphies, les costumes. À un moment donné, pour Poker Face, entre autres, là, c'est une espèce de grosse planche d'échecs géante. C'est fou, là, ceux qui auront la chance de la voir en spectacle parce qu'elle part en tournée. Là, garage chez vous. Je sais que là, j'ai regardé pour les billets, c'est 500$, là, ceux qui restent, c'est trop cher. Mais c'est fabuleux. Puis ce qui est le fun avec le Coachella, c'est qu'on y a eu accès gratuitement sur YouTube. Puis il y a un autre week-end qui s'en vient pour le festival la fin de semaine prochaine. Le Canadien doit gagner ce soir, Alexandre. Oui, le Canadien qui est maître de sa destinée et qui peut confirmer sa présence en série ce soir face à une éventuelle victoire là, contre les Blackhawks de Chicago. Tout le monde retient un peu son souffle aussi. On a vu Ivan Demidov patiner en fin de semaine, notamment. On n'a pas confirmé qu'elle allait jouer ce soir. Non, exactement. Sauf que là, Martin Saint-Louis va faire un point de presse durant la pratique ce matin. Alors, disons que les As s'alignent pour ça. On va attendre la confirmation du Canadien, mais on l'a vu sauter sur la glace avec ses coéquipiers, notamment. Surtout après une fin de semaine où il n'y a plus d'attaque. On sent de la fatigue, il n'y a plus de tir au but, il n'y a plus d'attaque. Alors, ça pourrait être la bougie d'allumage. Bien sûr, les fans attendent ce moment-là avec impatience. Plusieurs ont fait l'achat de chandail avec le numéro 93 d'Ivan Demidov parce que hier... les Blue Jackets de Columbus, encore une fois, ont vaincu les Capitals de Washington, comme la veille, si bien qu'au classement, le Canadien a 88 points. Il reste deux équipes, finalement, là, dans l'Est, là, dans la course. Le Canadien est 8e avec 88 points et les Blue Jackets sont 85 maintenant. Donc, si le Canadien gagne... Les boss du Canadien voulaient des matchs importants, là. En voici, là. En voici un. Ouais. Alors, si le Canadien gagne ce soir, c'est terminé, on ferme les livres. Il reste 2 matchs à la saison régulière. Tu sais, on n'est pas obligé d'aller au bout. Mettons, là. Ah non, s'ils perdent, là, il faut espérer. Ils ne gagneront pas contre la Caroline. S'ils perdent, il faut qu'ils espèrent Columbus par une des deux. Il faut être juste. Là. Columbus a eu une fin de semaine enfantine parce qu'il jouait contre Washington. Vous allez dire, il jouait contre les premiers de la Ligue. Il jouait contre les premiers de la Ligue, mais Washington repose ses vedettes. Plus personne n'est intéressé. Quand tu fais la somme, ils ont gagné 11-1 en 2 matchs. Là. Washington a fait un but contre 11. Fait qu'ils ont joué tout seuls sur la glace, Columbus. C'était 2 victoires. Bon, peut-être que leurs 2 prochains matchs pourraient être plus difficiles. Donc, si Columbus en perd un, les Canadiens pourraient rentrer par la porte d'en arrière. Oui, mais c'est toujours mieux d'être maître de sa destinée. Oui, 1000 fois. Alors ce soir, contre les Blackhawks. On va surveiller ça.